Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. 0826 300 300. Si vous souhaitez intervenir, restez avec nous à l'écoute ou sur notre chaîne YouTube dans la vérité en face avec deux experts de renom ce matin pour évoquer ce qui se passe en Iran. Bonjour à vous, Manaz Shirali. Bonjour. Vous êtes sociologue et politologue, évidemment spécialiste de l'Iran et de la société iranienne. C'est important parce qu'on va parler de ce qui se passe au sein de la société en Iran, confrontée à un moment extrêmement difficile. Bienvenue à vous, Maneli Mirkan également. Bonjour. Vous êtes stratégiste, experte en relations internationales, mais vraiment vous l'êtes, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui s'expriment et qui savent peu de choses aujourd'hui, et fondatrice de Dorna, une organisation non partisane, c'est important, qui œuvre à la structuration d'une transition démocratique en Iran. Nous allons tenter de comprendre ce qui se produit. Est-ce que le régime iranien qui a été durement frappé, est-ce qu'il peut survivre à la mort du guide suprême Ali Khamenei, et nous allons comprendre si cette mort, au fond, est forcément synonyme d'un changement de régime. Pas sûr. Que vont faire les gardiens de la révolution, dont le QG a été détruit, mais qui reste extrêmement actif et s'apprête à verrouiller le pouvoir comme jamais. Je commence par vous, Manaz Shirali. Nous sommes à un moment de difficulté, de bascule. Je rappelle les mots de Donald Trump cette nuit sur sa chaîne Social Truth, qui dit au peuple iranien, le reste va dépendre de vous, nous serons avec vous, soyez audacieux. Alors, de toute façon, les Iraniens ont fait preuve de l'audace pendant les derniers mois, dernières années. Oui. Ils ont payé par leur propre vie, par la vie de leurs enfants. Plus de 40 000 jeunes Iraniens ont été massacrés. Donc, vous parlez de janvier... de 8 et oui. de 9 janvier. Oui. Donc, ce n'est pas à qui que ce soit de donner de leçons. Vous dites des dizaines de milliers, parce que le chiffre est documenté par des... Mais il est battu en brèche, comme d'habitude, évidemment, mais... Le fait est que dans un pays autoritaire comme l'Iran, avec sous le chapeau de plomb, il est très difficile de sortir des statistiques exactes. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne sache pas, mais pour l'instant, on parle de 35 000, parce que ça a été documenté, 35 000 morts, mais on craint que ce soit largement plus élevé. Donc, je disais que personne aujourd'hui n'est bien placé pour donner de leçons d'audace aux Iraniens. Les Iraniens ont fait preuve d'audace. Ça vous agace un peu, cette façon non, c'est-à-dire que de toute façon, Trump, il a dit aussi autre chose, parce que je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de répéter cette phrase que Donald Trump a dit aux Iraniens, prenez votre destin en main, alors que les Iraniens sont dans la rue, ils sont en train de s'exprimer, mais on ne dit pas que Trump ainsi que les autres ont dit restez chez vous, laissez-nous finir le travail, après vous faites comme vous voulez. Alors donc là, ce n'est pas, je répète, ni à Trump, ni à qui que ce soit, d'inciter les Iraniens à faire quoi que ce soit, puisque les Iraniens, on est en face d'un peuple qui prend son destin en main, qui a décidé de se diriger, de se gouverner, et donc il faut quand même respecter la volonté de ce peuple qui s'exprime à haute voix. Maneli Mirkan, quelle est la réalité au fond de l'opinion publique, j'aime pas dire la rue, ça n'a pas de sens, mais de l'opinion publique iranienne, il n'y a pas que Téhéran d'ailleurs. J'entends dire que il y aurait des statistiques sur lesquelles 80% des Iraniens souhaiteraient la transition démocratique, en finir avec le régime des mollahs. Je pense que c'est compte tenu de ce qu'on a vu ces dernières années, effectivement, dans les mouvements de masse, au péril de leur vie, on peut évidemment se baser sur ces chiffres. Après, c'est pas des enquêtes, comme on pourra en avoir dans un pays démocratique. Donc, 80%, c'est aujourd'hui, on estime en fait les soutiens vraiment du régime à
moins de 10%. Donc, est-ce que c'est 80%, est-ce que c'est 90%? Oui, ça pourrait aller c'est pas ça finalement ça, qui est important. Ce qui est important, c'est que la société a montré à plusieurs reprises, sans l'aide internationale au départ, quelle était sa volonté. Sa volonté est un changement radical du régime, et ça, c'est indéniable. Ensuite, il y a la manière de faire. Effectivement, je peux comprendre que le message international aux Iraniens n'a pas sa place tant que l'international n'aide pas en fait les Iraniens, de leur dire allez dans les rues, prenez votre destin en main, parce qu'ils l'ont fait effectivement. En revanche, aujourd'hui, moi j'ai une vision un peu plutôt stratégique sur le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aide internationale est là. Aujourd'hui, il n'y a pas de troupes au sol. Les frappes sont aériennes. On a assisté hier à des frappes massives sur les bases des forces de répression, que sont les Sarallah, les forces Basij. Il y a eu plus de 1000 bases de ces forces de répression qui ont été frappées. Donc c'est là en fait où on pourrait imaginer de passer le relais à la population iranienne, en leur ouvrant la voie, en leur ouvrant cet espace d'expression, sans qu'il y ait des répressions fortes, pour qu'elles puissent prendre le relais. Manaz Shirali, il y a les gardiens de la Révolution. Le QG a été bombardé hier soir. Ils sont en place, ils tiennent le pays. Ce n'est pas simplement une force armée, c'est plus que cela. Au sein de la société iranienne moderne, depuis le temps que l'ayatollah Khomeini est rentré à Téhéran. Quelle est la réalité aujourd'hui de ces forces de répression évoquées à l'instant? Qu'est-ce que nous savons là ce matin de leur capacité de tenir encore le pays? Alors, comme vous savez, je suis à Paris et je ne suis pas dans le sérail des Pasdaran. Par contre, je n'arrête pas d'écouter les diagnostics, les paroles des experts militaires iraniens qui sont basés à l'étranger. Selon eux, donc je me réfère à leurs paroles. Bien sûr. Voilà. Ils disent que on est aujourd'hui en face d'une armée révolutionnaire qui n'a plus de tête, qui a perdu complètement le contrôle sur ses bases, et une armée révolutionnaire qui est tombée dans une politique suicidaire. Et ils sont en train de tirer à droite et à gauche sur tous les pays, ce qui était complètement contre-productif, parce que là maintenant les pays arabes, les pays voisins, y compris le sultanat d'Oman, parfaitement, qui était bec et ongle derrière la République islamique, là ils se sont rangés aux côtés des Américains en disant que si vous continuez, on va vous frapper. Donc ça montre à quel point la tête est tombée et qu'ils sont incapables de dire. Donc les experts militaires iraniens, ils donnent pas beaucoup de temps au régime avant de tomber. Donc ils étaient très optimistes, évidemment moi aussi. Vous diriez, puis je donne la parole à Maneli Mirkan dans un instant, que c'est peut-être un des moments peut-être les plus dangereux pour la population iranienne, parce qu'il y a une forme de radicalité extrême face aux opérations militaires. Écoutez, le moment le plus dangereux, c'était le moment où Khomeini était là et ses forces militaires tiraient sur la population et ils ont massacré plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens. Donc ça, c'était le moment le plus dangereux. Aujourd'hui, par contre, depuis la mort de Khomeini, le grand tueur, le grand massacreur du peuple iranien, depuis sa mort, une belle page s'est ouvert. Les Iraniens sont extrêmement optimistes. Ils ont montré par leurs cris de joie dans les rues de Téhéran à la suite de l'annonce de la mort de Khomeini. Et je vois, en parlant avec les Iraniens, ce vent d'optimisme et d'espoir qui souffle sur le pays. Donc, je ne parle pas de moments dangereux, je parle des moments fatidiques, je parle de la fin du régime, et évidemment, nous, les Iraniens, nous sommes ravis. Maneli Mirkan, est-ce que c'est un fruit pourri qui va tomber, ou il y a une forme de concurrence aujourd'hui entre des institutions bien en place, bien militarisées en Iran, qui peuvent, au fond, perdurer? On l'a vu avec le Hamas qui a perdu ses têtes pendant la guerre de Gaza, et qui arrivait tout de même à renouveler ses dirigeants et à tenir le terrain face à Tsahal. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Iran, concrètement? Oui, alors, en Iran, c'est vrai que ce que vous appelez cette guerre en fait intérieure existe bel et bien, et pas que depuis... Il y a une concurrence.
Il y a une concurrence très forte et depuis des années entre les réformateurs, les puritains, les durs, et puis même au sein de ces groupes-là, l'ensemble des commandements des forces des gardiens de la Révolution sont aussi en concurrence. On disait bien aussi que par rapport à la succession de Khamenei, depuis des mois, il essaye de travailler là-dessus et en fait, il n'y avait pas de consensus et les enjeux de pouvoir sont énormes. Quand vous avez le pouvoir sur un pays aussi riche à aussi fort enjeu, effectivement, c'est le terrain de jeu de toutes ces batailles. Et finalement, c'est ça qui va additionner au fait qu'il y a cette phase de désillusion auprès des soutiens du régime. Vous savez, ce régime a régné sur sa base de supporters par rapport à une idéologie, par rapport à un semblant alors pas semblant parce qu'on le voit aujourd'hui, ils ont vraiment cette capacité de nuisance, mais quand même fragile de puissance régionale. Et aujourd'hui, en fait, tout ce que leurs supporters voient, et ça a déjà commencé dans la guerre de 12 jours, et ça se poursuit aujourd'hui, c'est que la promesse n'est pas tenue. Oui. C'est que les têtes sont décapitées de manière très rapide. La manière dont Khamenei a été tué, ça montre à quel point premier jour, dans une réunion où il a réuni tout le monde. Donc, dans un pays qui est sous menace de guerre depuis des semaines, ça montre bien qu'il n'y a pas de vision stratégique. Et on le voit aujourd'hui aussi dans leur riposte. C'est pas une stratégie militaire, c'est tirer à vue. Manaz Chirali, Masoud Pezeshkian, le président que nous voyons sur les images, sur un fond neutre, on ne sait pas où il est, qui prend la parole de façon très guerrière, le président iranien en exercice, qui est encore vivant. Qu'est-ce qu'il est ? C'est lui qui tient le pays, il n'est qu'une marionnette. Nous avons du mal à comprendre ce qui s'y passe. Oui, effectivement, parce qu'il tient un propos très vindicatif, très guerrier. Bon, c'est normal. Je pense que lui-même, il a du mal à comprendre ce qui se passe parce qu'on a vu sur son visage, quand il parlait, on disait que ce sont les aveux obligatoires, comme si, vous savez... Il a l'air terrifié. Il est terrifié, oui, il est terrifié et il dit un peu tout et n'importe quoi, mais de toute façon, ça fait 1 an qu'il est au pouvoir, il a montré qu'il est vraiment le symbole de l'incompétence même de la République islamique. Il n'a pas tenu ses promesses, il dit des choses, il fait autre chose. Donc, vraiment, le pays aujourd'hui est plutôt dirigé, à mon avis, peut-être je me trompe, par Larijani. Larijani, c'est la personne qui était la plus proche au Khamenei. Mais le problème, c'est que donnez-moi juste 2 minutes. Je voulais juste expliquer qu'on est en face d'un régime qui a toute son ossature été liée à la personne du guide. Et le guide suprême était quelqu'un qui avait toujours peur d'avoir une figure remplaçante. Il n'a jamais permis à personne d'émerger. Et là, aujourd'hui, on voit que toutes les institutions de la République islamique étaient liées à cette personne, à la personne même du guide suprême. Donc, avec la mort de cette personne, on voit que la République islamique a complètement perdu sa colonne vertébrale. Tout reposait sur lui. Tout reposait. Oui. Toutes les institutions. Il avait beaucoup les gardiens de la Révolution. Tout. Mais tout. Et là, le problème, c'est que les gardiens de la Révolution ont perdu leurs dirigeants. Oui. Les 45 généraux qui ont été massacrés, ils n'ont pas de remplaçants. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'après la guerre de 12 jours, et on a eu quand même une bonne partie des généraux de Pastaran qui ont été tués. Mais tout de suite, les remplaçants ont été annoncés. Mais là, maintenant, on est au 3e jour. Aucun remplaçant. Ça montre que la République islamique est complètement perdue. Et ses politiques, ses actions le prouvent. Un pouvoir sans tête, mais qui continue de tirer des missiles sur les forces américaines présentes, sur Israël, bien évidemment, et sur les pays arabes voisins, dont certains étaient des pays amis. Situation complexe. Nous allons rester, après la pause, nous allons revoir avec vous, mesdames, quelle transition est possible aujourd'hui en Iran ? À quel terme ça, personne ne peut le dire. Est-ce qu'on peut avoir un scénario à la vénézuélienne ? Vous savez, quelqu'un de présentable, Trump a dit je connais 2 ou 3 noms, on pourrait installer quelqu'un au pouvoir. Est-ce que ce serait une espèce de solution bancale pour diriger l'Iran, parce que Trump subit on va dire, la pression de son opinion publique? Allez, on voit tout ça avec vous, Manaz Chirali et Maneli Mirkan, dans un court instant, dans la suite de La Vérité en face.
Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Deux spécialistes de l'Iran dans La Vérité en face ce matin pour décrypter en temps réel ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Avec vous, Manaz Shirali, sociologue, politologue. Vous connaissez bien la société iranienne. Et vous, Maneli Mirkan, experte en relations internationales, stratégiste. Et vous avez fondé Dorna. On va en dire quelques mots. Une organisation, il faut le préciser, non partisane qui œuvre à la structuration d'une transition démocratique en Iran. Vous évoquiez hors micro à l'instant un fait qui s'est produit ce matin, une raffinerie. Oui, allez-y, expliquez-nous. Ce matin, en fait, je le disais tout à l'heure, les gardiens de la révolution tirent à vue. Ils tirent un peu dans tous les pays aux alentours. Et ce matin, ils ont frappé une raffinerie de la compagnie Saudi Aramco, qui est la compagnie pétrolière saoudienne. Et ça a une répercussion très très importante pour embarquer une coalition plus élargie, peut-être. C'est un faux pas. C'est un très faux pas. Enfin, vraiment, je pense que ils ne survivront pas à cette créer autant d'ennemis dans la région. Alors la guerre est toujours en cours. Je reste avec vous, Maneli Mirkan, et puis je vous donne la parole. Manaz Shirali, ne vous inquiétez pas. Sur la transition, on n'y est pas encore. C'est loin, mais tout de même, il y a des noms qui circulent. Il y a le fils du Shah, dont il est souvent question, qui est souvent critiqué. Il vit aux États-Unis. Quelle est la réalité d'une possible à terme? Il faudra attendre la fin des opérations militaires. Ça peut durer 4 semaines, a dit Donald Trump, d'une hypothétique transition démocratique. Alors effectivement, une transition, vous savez, dans un pays qui a été tenu aussi durement et se prépare à l'avance. Nous y œuvrons depuis quelques années même, et elle se base sur le fait de pousser le régime jusqu'au point d'effondrement. Et ce n'est qu'à ce moment-là où l'alternative peut se révéler. Alors, dans un pays aussi complexe que l'Iran, il y a 2 enjeux sur cette alternative. La première, c'est que l'alternative permette en fait à l'ensemble de la société iranienne de s'y reconnaître. Deuxième fait, il faut que l'alternative puisse permettre une stabilité relative qui puisse arriver très vite. Pourquoi? Dans une phase de guerre effectivement instable telle qu'on la connaît aujourd'hui, on lui donne 1 semaine, 2 semaines à ces opérations. En revanche, si la stabilité n'arrive pas très rapidement après, avec cette phase de transition, les catastrophes humanitaires peuvent être énorme. Et en fait, pour nous les Européens, les mouvements migratoires qui peuvent en découler vont être énormes. Donc cette phase de stabilité nécessite que toute la société soit embarquée très très rapidement. Aujourd'hui, ce qui est crucial, et on va vers ça, on converge vers ça, dans les moments de crise, la société iranienne a démontré qu'elle avait cette capacité de se rassembler, de former une unité. Donc effectivement, on a vu sur ces 3 années une espèce de course entre les différentes partis d'opposition, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va converger vers une coalition qu'on voit d'ailleurs à l'intérieur de l'Iran avec la population qui était dans la rue en janvier. Manaz Shirali, vous partagez ce point de vue, cet optimisme quelque part? Oui. Vous savez, moi je ne suis pas inquiète pour l'avenir parce que je pense que le pire est passé. Le pire était le moment où la République islamique était en plein pouvoir. Là, la République islamique est plus faible que jamais. Je lui donne pas beaucoup de temps avant de tomber, donc je suis extrêmement optimiste sur l'avenir. Deuxième raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que je suis une sociologue qui observe la société iranienne depuis 1996 d'une manière professionnelle. D'accord ? Ce n'est pas hier que je commence à regarder. Et c'est la première fois, en tant que sociologue, je vois un phénomène sociologique de première importance qui se produit dans cette société. Oui. Nous sommes en face d'une société profondément déchirée à cause de la répression, du mépris, de la violence que la République islamique a exercée sur cette société. Le lien humain, le lien social a été complètement rompu. Même les liens familiaux ont été rompus. Les sœurs contre les sœurs, les frères contre le père. Donc, dans une société déchirée, en manque de confiance, on n'avait pas des têtes pensantes qui émergent, mais ils n'arrivaient pas à fédérer. On a eu plein d'intellectuels, d'hommes politiques, de femmes politiques, des personnalités vraiment de première importance qui n'arrivaient pas à gagner la confiance d'une société déchirée. Aujourd'hui, la société iranienne, par miracle,
par miracle, je ne m'y attendais pas, mais par miracle, c'est fédéré, c'est solidarisé autour d'une figure du prince Reza Pahlavi. Ils ont fait ça. Alors, là, ils ont fait confiance à lui pour assurer la période de transition. Il le dit lui-même, hein, je veux bien prendre les clés, mais je vous les laisse après. Hein, je n'ai pas vocation à gouverner. Hein. Voilà. Transition. Voilà. Et il dit qu'il est capable d'assurer la période de transition, et ce sont les urnes qui décident. Personnellement, je pense que c'est la meilleure façon d'assurer une transition calme. Après, les Iraniens vont se prononcer. Ils ont le droit de choisir le système qui leur convient. Et c'est la majorité qui décide, évidemment, comme dans tous les processus démocratiques. Et ceux qui sont en minorité ne peuvent que respecter le choix de la majorité. Et je pense que personnellement, je serai dans la minorité, mais quand même, je vais respecter le choix de la majorité. Maneli Mirkan, est-ce que vous êtes d'accord avec Manaz Shirali? C'est vrai qu'on parle beaucoup de Reza Pahlavi, qui est le fils de Mohamed Reza Pahlavi, l'ancien Shah d'Iran. Vous pensez qu'il est une option raisonnable parce que lui dit, faut-il le croire, sans doute oui, qu'il n'a pas vocation à gouverner, qu'il veut accompagner une transition, peut-être refermer la page de son père, mais tant d'années plus tard, c'est une vraie option? C'est très décrié, il y a beaucoup de critiques là-dessus. Oui, et je vous entends, et comme, vous l'avez compris, moi je ne plaide pas pour une partie ou une autre. Moi je travaillais avec Reza Pahlavi, j'ai travaillé avec les ethnies, j'ai travaillé avec les républicains, avec ceux qui veulent, avec tout le monde. Et on est vraiment, toutes les ethnies sont aujourd'hui embarquées, etc. En revanche, ce que j'observe, c'est une chose. Un mouvement a besoin d'être incarné. Mais l'incarnation, elle a besoin de reposer sur des bases solides. Et les bases solides doivent passer par un processus qui est défini, en fait. Ce processus qui est défini, va donner légitimité à la parole de cette incarnation. Quand on dit qu'il y aura des élections libres, quand on dit que c'est inclusif, il faut arriver à le montrer aujourd'hui. Et la meilleure manière de montrer cette inclusivité, c'est d'avoir ce conseil, j'allais dire, de transition qui peut être vraiment multifacette, avec l'ensemble des forces ethniques. Vous savez, les forces ethniques sont très très importantes pour cette phase de transition et pour la stabilité qu'on doit ramener très vite en Iran. Et donc, ça ne va donner que plus de poids, en fait, à celui qui va prétendre être l'incarnation de cette transition. Il nous reste même pas 2 minutes, mesdames, pour conclure. Je commence par vous, Manaz Shirali. La France avait jadis accompagné l'ayatollah Khomeini dans un avion d'Air France avec les services français, ils l'ont installé. Quel est le rôle de la France aujourd'hui, à vos yeux, que nous devrions jouer dans cette transition ? Oui, contrairement aux idées reçues, je ne pense pas du tout que la France a causé la révolution de 1979. Oui. La France a accueilli Khomeini, ce sont des faits minoritaires. Nous l'avions hébergé quelques mois. Voilà, ça, ce sont des faits minoritaires, malgré les croyances reçues. Aujourd'hui, tout le monde accuse la France, mais c'est pas du tout mon cas. Et je pense sincèrement, tout en étant à moitié française, parce que je suis franco-iranienne, mais je pense que franchement la France aujourd'hui ne joue aucun rôle. Et elle n'a pas voulu de prendre en fait sa responsabilité. Elle n'a pas voulu être un acteur puissant dans la région. Elle a toujours refusé de soutenir le peuple iranien. Ça fait 47 ans que la France se range aux côtés des ayatollahs, et je pense qu'aujourd'hui c'est trop tard. Il est trop tard, vous dites aussi. Maneli Mirkan, c'est la conclusion. Moi, je pense que l'Europe a un rôle à jouer. Pardon ? L'Europe, donc, oui. L'Europe et la France. Enfin, la France est beaucoup mieux positionnée dans le Moyen-Orient. Alors, effectivement, la France n'a pas été autour des tables de négociation, et effectivement, on n'a pas été dans cette coalition militaire. Mais je pense que justement pour j'allais dire, faire une médiation ou avoir un regard international et donner légitimité à ce processus de transition, la France, de par les valeurs qu'elle porte, de par le rôle qu'on a
toujours joué au Moyen-Orient, etc. On peut envisager ce rôle pour la France qui aide à ce processus de transition démocratique. Maneli Mirkan, Manaz Shirali, merci pour ce regard extrêmement précis sur ces événements en cours en Iran. Nous verrons bien ce qui va se passer dans les jours, dans les peut-être semaines, nous ne savons pas, qui viennent. Et bonjour à vous et bienvenue Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Mettez-vous d'accord. Écoutez, je ne sais pas si on se mettra d'accord. On est là nous aussi sur le sujet de l'Iran et du commentaire. On attend évidemment nos auditeurs qui nous disent comment ils réagissent à ce qui est en train de se passer. On va s'interroger sur le but de Donald Trump. Jusqu'à quand le régime peut-il tenir? Enfin bon, des sujets que vous avez évoqués. Et puis aussi pourquoi en France, moi je me pose la question, comment certains arrivent-ils à se regarder dans la glace quand ils soutiennent le régime des mollahs sous des arguments fallacieux. Donc voilà, autant de sujets. Et puis c'est quoi le problème quand le sexe n'a pas d'âge? Alors aucun rapport, et l'amour non plus. C'est Serge Guérin qui sera avec nous, plaidoyer pour l'amour au temps des seniors. Voilà. Oui, sujet très important, très concernant. Et très tabou. Oui, à terme, il nous concerne tous. Absolument. Allez, bonne émission à vous. Merci.